Samedi 28 mars 2015, cette semaine dans le grand show de l'info, Adidas va mal. Le patron a présenté cette semaine un plan, toutes les explications à suivre. En Iran, le golf tente d'exister à l'ombre de la révolution. Dans l'optique des événements de cette semaine, nous verrons comment vaincre sa peur en avion grâce à un reportage tourné cette semaine à Roissy. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap consacré en grande partie au crash de l'Airbus A320 de cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Le PDG d'Adidas, Herbert Hainer, a présenté jeudi 26 mars sa stratégie à 5 ans. L'objectif, combler le fossé qui sépare l'américain Nike et surtout rassurer des investisseurs de plus en plus nombreux à réclamer son départ après 14 ans de bons et loyaux services. Ce plan s'inscrit dans un contexte compliqué pour la marque aux trois bandes. En effet, en 2014, Adidas a dû revoir 3 fois ses objectifs en baisse. L'entreprise a enregistré la plus grosse chute des 30 poids lourds de la bourse de Francfort, avec une baisse cette semaine de plus de 38%. La marque perd donc de son influence aux États-Unis, où elle a reculé même au 3e rang des équipementiers sportifs, derrière Nike et le nouvel entrant Under Armour. Les explications dans ce sujet. Quand un entraîneur de foot a essuyé une série de revers, on attend de lui des changements stratégiques, un discours de combat et des objectifs ambitieux. Mais on accueille poliment son plan de reconquête, préférant attendre le résultat des matchs à venir avant de se risquer à émettre un jugement sur ses choix. Sans attendre, en revanche, on peut commencer à s'interroger sur ce qui pourrait le remplacer. Eh bien, l'univers de l'entreprise n'est pas si différent, et c'est souvent une fois le match joué que tel patron est qualifié de visionnaire et tel autre sanctionné pour ses erreurs stratégiques. Herbert Hainer, qui s'y connaît en sport, doit d'ailleurs parfaitement comprendre ce qui lui arrive. Patron d'Adidas depuis 14 ans, son crédit a été sérieusement écorné par 2 avertissements sur les résultats en 2014. En présentant jeudi 26 mars son nouveau plan stratégique à 5 ans, le patron du second groupe mondial d'équipements sportifs n'a manifestement pas convaincu. Plusieurs investisseurs l'ont d'ailleurs interrogé sur le processus de succession censé intervenir en 2017 à l'issue du mandat de Hainer. Ce plan stratégique sera mené à bien avec ou sans moi, a-t-il d'ailleurs dû justifier. Auréolé des succès de ses 10 premières années à la tête d'Adidas, il est aujourd'hui comptable des échecs aux États-Unis, terre bénie de Nike, le numéro 1 mondial. Le groupe allemand qui détient également Reebok et TaylorMade, premier équipementier mondial de golf, n'est plus que 3e du marché américain derrière Under Armour. Le patron d'Adidas va donc concentrer les efforts commerciaux sur 2 villes. Si vous gagnez Los Angeles et New York, vous gagnez l'Amérique, plaide-t-il en justifiant une stratégie qui met l'accent sur 4 autres mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants censées donner le la. Elles sont Londres, Paris, Shanghai et Tokyo. L'idée du coach est donc de rendre son groupe plus ouvert aux faiseurs de mode, à l'évolution des goûts des consommateurs. Cela nécessite donc des changements de collection plus fréquents et un outil de production plus réactif, quitte à faire revenir aux États-Unis et en Europe une fraction haut de gamme de la production réalisée en Asie. Ce plan à 5 ans est censé permettre de doper la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice. On peut juger les objectifs ambitieux. Quant à savoir s'ils sont réalistes, c'est une autre affaire. En bon commerçant, le patron de la marque aux 3 bandes a décidé d'offrir une ristourne pour convaincre les indécis. Dans une société cotée, ce geste commercial se traduit par une hausse du dividende. En effet, Adidas reversera désormais 30 à 50% de ses bénéfices à ses actionnaires contre 20 à 40% jusqu'ici. Une ristourne financée avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Pas si convaincant donc pour monsieur Herbert Hainer. Un fairway bosselé, un green qui n'a plus de vert que le nom. Le terrain complexe sportif d'Engebab dans le nord de Téhéran est pourtant le meilleur de ce que le golf peut offrir dans le pays.
Un parcours de golf bien endommagé au nord de Téhéran. Le seul parcours du pays n'a plus que 13 trous au lieu de 18 et les conditions ne sont pas idéales. Mais il attire quand même certains joueurs car les 4 autres parcours du pays sont encore pires. Certains sont même en sable. On n'a pas de parcours de golf comme celui-ci dans ma ville. On s'entraîne dans des conditions difficiles. Tout ce qu'on a, c'est un driving pour s'entraîner. Le golf n'est pas un sport très populaire auprès des Iraniens qui le voient comme un sport d'élite. Il rappelle aussi la présence des Britanniques qui l'ont introduit au début du XXe siècle. Ce parcours de golf a été construit par le dernier Shah sur ce qui était à l'époque le Country Club impérial. Il a depuis été renommé Révolution en persan. J'ai vu toutes sortes de gens jouer à ce sport, mais en général, ceux qui jouent viennent des classes moyennes ou aisées. Personnellement, je viens d'une famille de classe plutôt moyenne, mais je me suis quand même intéressé à ce sport. Aujourd'hui, le président de la fédération de golf essaye de rendre ce sport plus accessible. Seulement 3500 personnes, dont 500 femmes. Le budget y est donc très limité et le golf manque d'exposition médiatique. ورزش گلف هنوز خیلی شناخته شده نیست برای بعضی از مردم. Le golf est peu connu du public parce que des sports comme le football, la lutte, le volleyball et le basketball sont au centre de l'attention, car ils rapportent toutes les médailles aux Jeux olympiques ou asiatiques. Premier projet sur la table de la fédération, faire de la publicité dans les écoles pour peut-être y trouver aussi les futurs talents. Chaque nouveau crash aérien, et on l'a vu encore une fois cette semaine, entraîne de nouvelles inscriptions pour les stages anti-peur de l'avion qui se multiplient un peu partout en France et notamment à Roissy grâce à un simulateur de vol et un accompagnement technique et psychologique. Reportage. Comme un Européen sur 5, Émilie a peur en avion. Dans ce centre près de Roissy, elle participe à un stage pour vaincre son anxiété. Aux commandes d'un simulateur, le même que ceux utilisés par les pilotes de ligne, elle reproduit toutes les étapes d'un vol et l'expérience semble lui plaire. Il y a les bruits, on sent les vibrations. Par contre, ce qui est vachement agréable, effectivement, c'est de pouvoir voir tout ce qui se passe, contrairement quand on est enfermé dans l'avion, qu'on est assis sur son siège et qu'on voit que la petite partie derrière le hublot, là, quand même, on peut voir tout ce qui se passe. 50, 40, 30, 20, 10. L'idée, c'est de démonter la solidité d'un avion. Les turbulences, par exemple, ne font perdre que quelques centimètres d'altitude et un avion peut très bien voler, même en cas de panne. On peut tout à fait décoller avec un seul moteur, bien évidemment, donc c'est fait pour, hein, c'est éprouvé, et atterrir avec un seul moteur également. Et même faire une remise de gaz, voyez, avec un seul moteur. Les stages comme celui-ci se multiplient et la demande augmente après chaque accident d'avion. Vaincre sa peur, c'est faire en sorte que le rationnel prenne le pas sur l'émotionnel. Il faut savoir pourquoi les turbulences ne sont pas dangereuses, qu'est-ce qui se passe dans une panne, comment un pilote va atterrir dans le brouillard. Il faut avoir ces réponses. Il faut faire en sorte que ces réponses prennent le dessus sur les pensées négatives, c'est le travail de la psychologue, et c'est aussi le travail du simulateur de vol. La psychologie et les techniques pour mieux gérer son stress accompagnent les notions en aéronautique. L'avion va arriver et il ne va pas continuer avec le même angle, il va se mettre un petit peu plus à plat. Michel doit prendre l'avion pour Nice dans quelques semaines, et ce pour son travail. J'ai l'impression d'avoir appris des choses qui vont bien m'aider, mais maintenant, est-ce que je vais réussir à le mettre en œuvre sur les prochains vols? Ça va être le challenge. Mesdames et messieurs, nous allons prendre notre envol direction Dubaï. Le stage coûte environ 500 € et les participants seraient, selon les organisateurs, 3 fois moins stressés à la sortie. Les sceptiques n'auront eux qu'à se répéter ces chiffres. Avec 37 millions de vols pour une centaine d'accidents, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde. Le récap, le résumé de l'actualité de la semaine.
La semaine a été marquée par une catastrophe aérienne sur le sol français, le pire depuis 30 ans. Un appareil de la Germanwings, filiale de Lufthansa, s'est écrasé dans les Alpes de Haute-Provence, dans un massif montagneux entre Digne et Barcelonnette, alors qu'il effectuait la liaison Barcelone-Düsseldorf. 150 passagers de nationalité allemande, espagnole et turque, ainsi que les membres d'équipage se trouvaient à bord. Il n'y a eu aucun survivant. Les restes et corps des victimes ont commencé à être élitreuillés mercredi, alors que certaines familles sont arrivées sur place jeudi. La première boîte noire a quant à elle livré un début d'explication. A priori, seul le copilote était enfermé dans le cockpit et il aurait eu la volonté de détruire l'avion. Selon les premières analyses, le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de cabine de pilotage au commandant de bord et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude. Le commandant de bord, qui s'était absenté pour vraisemblablement satisfaire un besoin naturel, était bloqué à l'extérieur du cockpit. Pour l'heure, les autorités se refusent à parler d'un acte terroriste. La piste du suicide est également envisagée. L'enquête, qui a d'abord été ouverte pour homicide involontaire, pourrait être requalifiée pour homicide volontaire. Un copilote qui était en arrêt maladie au moment même où il était dans les airs. La chancelière allemande Angela Merkel est venue sur les lieux mercredi, accueillie par le président Hollande. Après un survol de la zone du crash, tous deux ont observé un temps de recueillement avec le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. Le Yémen s'enfonce toujours un peu plus dans la violence et certains observateurs craignent une guerre civile. L'ONU a appelé à reconnaître la légitimité du président contesté Abd Rabo Mansouraj et à préserver l'unité du pays. Proche de l'Iran chiite, les Houthis contrôlent le nord du pays. Ils ont pris ce dimanche dernier le contrôle de l'aéroport de Taez et ce mercredi, ils se sont emparés de l'aéroport international d'Aden. Hier, l'Arabie Saoudite a répondu à l'appel à l'aide d'Abd Rabo Mansouraj en lançant une opération militaire au Yémen impliquant plus de 10 pays. Le début d'un scénario catastrophique selon les experts qui fait du Yémen le théâtre d'une guerre par procuration entre l'Iran chiite et le royaume saoudien sunnite. Le Yémen qui doit aussi faire face aux terroristes d'Al-Qaïda et désormais du groupe État islamique. En effet, le I vient de revendiquer sa première attaque dans le pays. Les attentats suicides anti-Houthis qui ont fait 142 morts vendredi dernier dans des mosquées à Sanaa. La semaine a aussi été marquée par le premier tour des élections départementales. La droite est sortie en tête avec 30% des voix contre 25% pour le FN et 21% pour le Parti Socialiste. Le second tour des élections départementales verra s'affronter 1602 binômes de droite, 1334 de gauche et 1107 Front National à travers 1614 duels et 278 triangulaires selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Autre donnée, alors qu'on pensait que les Français se désintéressaient du scrutin, le taux d'abstention a finalement été de 49,4%, moins important que lors des cantonales de 2011 où il avait été de 55%, mais plus fort qu'en 2008 où il était à l'époque de 35%. Et si Manuel Valls a appelé à l'Union républicaine pour faire barrage au Front National, contrairement au président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, qui a renouvelé sa consigne de Nini pour le deuxième tour de ce dimanche, une faute morale selon le Premier ministre. Et puis Radio France, alors que le président Mathieu Gallet a renouvelé ses excuses au personnel pour la rénovation de son bureau estimé à 100 000 €, une grève touche le groupe depuis plus d'une semaine, entraînant parfois la perturbation des programmes. Le mouvement, un des plus forts depuis une vingtaine d'années, vise à protester contre de possibles réductions d'effectifs. Un plan de départ volontaire pourrait ainsi être organisé pour 200 à 300 personnes afin d'économiser jusqu'à 24 milliards d'euros d'ici 2019. Le gouvernement qui a demandé mercredi à Mathieu Gallet de présenter rapidement un projet précis. C'était le récap, le résumé complet de la... C'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis sur radio-one.fr. Votre prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain soir de 19h à 20h sur Radio One, la radio, avec de 19h à 20h le Sunday Time, où je recevrai notamment Emmanuel Combe, le vice-président de l'autorité de la concurrence, pour parler des compagnies aériennes low cost. À demain 19h sur Radio One. Merci à tous.